va parler de bien-être au travail, d'écologie, d'engagement sociétal, mais en fait, on va juste parler de ce qui anime aujourd'hui les gens qui travaillent dans la supply chain, les talents qui arrivent ou ceux qui sont là aussi depuis très longtemps. Et on va voir à quel point tous ces sujets tournent autour d'un seul et même objectif, la supply chain durable. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la RSE, ça s'illustre vraiment comme un véritable levier de recrutement. Les entreprises sont de toute façon au niveau réglementaire ou vis-à-vis de leurs clients ou juste de l'urgence climatique, un peu obligées de réagir par rapport à ces sujets-là. Et elles le sont aussi pour des soucis d'attractivité et d'employabilité. Donc, c'est ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui. Je vais vous laisser faire un petit tour de table et vous présenter. On a 2 micros, donc on va se partager. Bonjour à tous, Benjamin Tano, je suis enseignant en informatique. Attention s'il vous plaît, M. Pascal Mosier est attendu à l'entrée. M. Pascal Mosier. Et responsable de la formation donc, du BUT, Bachelor universitaire de technologie en management de la logistique et des transports. Bonjour à tous, Alice Thirier, je suis directrice de la communication du groupe IDEA, qui est un logisticien industriel dont les racines sont à Montoire de Bretagne dans le 44, et nous sommes présents partout en France. Bonjour à tous. Bonjour à tous, moi c'est Martin Le Sommier, je suis à l'école de commerce de Rennes. Et aujourd'hui, je suis supply chain et compagnie. Donc, je suis avec mon collègue. On est en supply chain spécialité achat. Voilà. C'est ça, Thomas Chouette, enchanté. Donc également du coup à Rennes School of Business, donc grande école de commerce de Rennes. Et du coup en Master 2, en supply chain. Donc voilà, on a essayé d'avoir un panel un peu représentatif et puis c'était important pour nous d'avoir de futurs supply chain managers, a priori, ou directeurs achats. Enfin, vous verrez bien, mais en tout cas, en poste à responsabilité dans la supply chain, on devait avoir avec nous quelqu'un d'un cabinet RH, mais qui n'a pas pu venir, en même temps un peu compliqué en ces temps de grève. Donc voilà. Moi, pour démarrer, je voulais juste parler de quelque chose. Il y a une association du secteur qui s'appelle France Supply Chain et qui a rédigé un manifeste. Et dans ce manifeste, il y a notamment une phrase du directeur des opérations du groupe Yves Rocher, qui est aussi président de l'ASSO, et il dit, je l'ai lu parce que je ne la connais pas par cœur, la durabilité n'est plus une variable d'ajustement, c'est devenu un élément maître de l'ensemble des stratégies. C'est parce que nous sommes au cœur du défi que nous pouvons être une partie de sa résolution. Voilà, je pense que ça résume pas mal le positionnement des transporteurs, des logisticiens et des entreprises qui gravitent autour de la supply chain aujourd'hui. C'est très joli dit comme ça, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et donc c'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui. Moi, je voudrais d'abord peut-être qu'on fasse un petit état des lieux sur la prise en compte de la RSE dans le secteur. Depuis quand il y a cette prise en compte, comment c'est mis en œuvre et quelles sont les difficultés. Et donc là, forcément, je me tourne vers la représentante du logisticien IDEA. Alors, je vais plutôt parler moi, au nom d'IDEA, hein, mais parce que c'est ce que je connais le mieux. Chez IDEA, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on est engagé dans cette démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Au départ, c'était plutôt un projet de direction générale et qui, au fur et à mesure, est devenu un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a embarqué là depuis 2-3 ans vraiment l'ensemble du groupe dans cette démarche-là. Quand je dis l'ensemble du groupe, c'est nos collaborateurs, notre écosystème, nos clients, pour vraiment en faire un vrai projet global et plus seulement porté par une direction générale qui a une intuition, une ambition, pardon, et c'est vraiment partagé. Et d'ailleurs, le groupe IDEA fait partie des cofondateurs de dirigeants responsables de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est un collectif, un écosystème qui vous parle, mais voilà, il y a une vingtaine d'années, on a initié avec d'autres dirigeants
ce collectif. Et aujourd'hui, donc je parle de projet d'entreprise, c'est vraiment un sujet qui est partagé au sein du groupe. Tous les collaborateurs peuvent être acteurs de ce sujet-là et on les invite d'ailleurs à l'être. Alors ça passe par différentes typologies d'actions possibles. Mais en tout cas, on a aujourd'hui même au sein du groupe une instance de gouvernance qui est dédiée à cette démarche RSE. On a un COPIL RSE qui anime la démarche au sein du groupe, qui va aller challenger les collaborateurs pour aller chercher leurs idées, parce qu'on sait aussi que ça vient du terrain, qu'on va faire bouger les choses ensemble. Donc voilà, on essaye de les embarquer à travers des petites actions comme des plus grandes. On est aussi régulièrement sollicité par nos clients pour co-construire avec eux des feuilles de route autour de cette démarche RSE. Donc ça devient vraiment un projet, je dirais, qui dépasse l'entreprise. Et de toute façon, à mon sens, demain, on va être obligé d'aller vers ça, en fait. Enfin, ça va devenir un sujet clé. D'ailleurs, on le voit bien dans les appels d'offres maintenant. Il y a souvent ce critère qui apparaît. Alors, du coup, Benjamin, comment ça se matérialise, vous, dans la construction du programme? Est-ce que c'est une obligation? Comment ça se passe? Comment on intègre cette dimension-là? Alors, à l'échelle des établissements de formation, et notamment au sein des IUT, la connexion avec le monde professionnel est vraiment une réalité, à tel point que les programmes de formation sont coécrits entre les enseignants et les représentants de la profession. Et à l'occasion d'une réforme assez importante pour les IUT de cette formation que tout le monde connaît en Bac+2 du DUT, qui se déroule désormais en 3 années, une licence intégrée, un bachelor, un PUT, un bachelor universitaire de technologie. Et bien, ça a été l'occasion de réécrire un certain nombre de contenus. Et clairement, on a ressenti dans les échanges avec notamment les représentants de la profession cette dimension de la durabilité, du développement durable, comme étant un marqueur fort des attentes et des contenus que l'on devait encore développer, parce que bien évidemment, ils étaient intégrés à la formation, mais qui devaient prendre une place centrale. Tellement centrale qu'à travers la formation, on propose aux étudiants 2 spécialisations, 2 parcours de leur formation. Et l'un de ces parcours porte justement sur la compétence de la mise en œuvre d'une démarche de développement durable au sein de toutes les activités de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui intègre pleinement. Le deuxième parcours concerne la digitalisation des processus, un parcours qu'on appelle connecté. Mais en effet, on sent bien là 2 enjeux extrêmement forts qui vont dans le même sens. Et cet aspect de développement durable prend vraiment toute sa place dans les formations. Une attente de la profession et qui trouve écho encore samedi dernier lors des portes ouvertes, qui trouve écho aussi auprès des lycéens qui viennent nous rencontrer et qui ces problématiques parlent et sur lesquelles ils sont extrêmement sensibles. Thomas, Martin, est-ce que c'est des sujets que vous abordez vous en cours? Effectivement, du coup, pour parler un peu de ce qu'on retrouve à l'école, c'est des sujets qu'on retrouve dès la première année, du coup, on arrive en licence. On en parle en cours et durant les temps de pause avec les associations. Donc, c'est des sujets qui reviennent et qui sont, je dirais, obligatoires. Qu'importe le cursus que l'on choisit, nous, je ne suis pas dans notre échelle, mais il y a aussi des gens qui font du marketing, etc. On a tous des cours en commun de la RSE. Et c'est avec des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui connaissent la plupart du temps le sujet, qui font des recherches sur ce sujet-là. Mais également des enseignants qui ont parfois de grandes années d'expérience dans des grands groupes, des moyens groupes, mais qui ont aussi des années d'expérience, qui savent à quel point c'est important, à quel point il y a des enjeux pour les entreprises, mais aussi pour nous, pour bien comprendre et être sensibilisés à ces thèmes-là. Parce qu'il faut aussi comprendre que nous, on doit être à partir du moment où on cherche une entreprise, on doit être en lien et en capacité de comprendre aussi quels sont les enjeux d'une entreprise à long terme.
Et puis pour aller plus loin, on va dire qu'on est une génération qui est assez sensible à ces sujets, donc on va dire sans les cours de business, etc. On a quand même, je pense, des exemples qui documentent l'avantage important. Bref. Du coup, c'est vachement important ce qu'on nous donne en formation, parce qu'on peut avoir des exemples concrets, parce qu'on vient plus loin avec nos idées et tout ça. Donc là, on va mettre ça en exergue, tout ça dans le monde de l'entreprise. Parce que bon, bah, je veux dire que c'est nouveau, ça se développe davantage. Donc, bien sûr, il y en a qui ont raté, d'autres qui ont réussi. Donc, c'est important d'avoir justement un retour d'expérience, même si ça reste des exemples. Après, on verra ça dans notre futur, on va dire, au travail, mais non, c'est très important. Et en fait, il faut que ce soit conjoint avec une formation à nous, peu importe, là, on est en supply, mais des collègues qui travaillent en marketing aussi, ça leur parle et c'est intégrer ça dans le travail. Donc, voilà, l'importance de tout ça. Si finalement on construit tous ensemble, est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple dans le programme de formation ou vous au sein d'IDEA, d'action RSE, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, en termes de RSE, alors, ça va même au-delà. C'est vraiment, je dirais, le démarrage. Quand on a co-construit avec nos collaborateurs le plan stratégique 2025, on a décidé avec eux et pour eux et pour nos futurs collaborateurs, pour nos candidats, de challenger notre jeu de valeurs. Alors, on n'associe pas forcément directement les valeurs d'une entreprise à la RSE, mais pourtant, c'est pour moi, je dirais, le socle de base et qui donne toute sa cohérence à la démarche ensuite. Et donc, on a challengé ces valeurs en demandant à l'ensemble de nos collaborateurs, donc 1600 personnes, ce qu'ils pensaient du jeu de valeurs qu'on avait. Donc, on avait 5 valeurs. Et on leur a dit, est-ce que vous les vivez, est-ce que c'est vécu au sein du groupe, est-ce que certaines sont moins vécues, pourquoi, est-ce que certaines selon vous devraient disparaître, est-ce qu'il y en a une qui manque et qu'on devrait faire apparaître. Et donc on est ravis parce que beaucoup de collaborateurs ont contribué à ce sondage et on a été amené du coup à faire disparaître une valeur et en faire apparaître une autre pour être le plus en proximité et au plus proche de ce que vivaient nos collaborateurs sur le terrain. Et on en parlera peut-être ensuite, mais en termes de ce que j'appelle la marque employeur, ce que l'on renvoie à des candidats demain, c'est hyper important d'être en cohérence avec ce qui est vécu au sein de l'entreprise et ce que l'on affiche, entre guillemets, à l'extérieur, parce que sinon on peut avoir un vrai décalage et un effet déceptif quand les gens nous rejoignent. Donc ça a été le premier socle que l'on a challengé pour ce plan stratégique. Et on a également décidé de co-construire notre raison d'être. Alors, on entend beaucoup parler de ce terme-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en gros, c'était de se dire qu'est-ce qui nous anime au quotidien, c'est quoi notre mission en tant que logisticien. Et donc, on l'a fait, ça encore une fois, de manière collaborative, parce que pour nous, c'est important que tout le monde s'approprie et soit en phase avec cette boussole, en fait, qui a ensuite fini le plan stratégique qu'on a mis sur le papier. Et ce qu'on a fait apparaître vraiment de manière très lisible pour la première fois, je dirais, c'est dans notre ambition pour ce plan stratégique 2025, c'est de se dire que oui, IDEA, on était logisticien de solutions performantes, innovantes, mais aujourd'hui, il y a vraiment un sujet qui ressort, c'est cette notion de durabilité. Et donc, on a voulu afficher cette ambition d'être un logisticien industriel durable aussi et de pouvoir co-construire les solutions avec nos clients et notre écosystème. Donc voilà, pour moi, la RSE, c'est même avant même d'être des petites actions qu'on peut mettre en place sur le terrain, c'est vraiment tout un état d'esprit et une ligne directrice pour la suite. Alors, être un logisticien industriel durable, ça va être challenger nos pratiques et ce que l'on peut faire différemment.
on sait très bien que la logistique va continuer d'exister. Donc, nous, chez IDEA, on se dit plutôt ne jetons pas l'éponge, on va faire les choses différemment. Donc, on va aller challenger nos pratiques. Le transport, c'est un gros consommateur de carbone. Donc, comment on peut faire évoluer pareil ces pratiques-là, parce que demain, on va toujours avoir besoin de transporter des marchandises. Enfin, voilà, il y aura toujours ce besoin-là. Donc, nous, on est plutôt dans cette démarche de se dire, identifions là où on a des leviers d'action possibles et comment on peut faire différemment. Pour donner un exemple très concret, on est en train de se questionner sur le renouvellement de notre flotte. Donc, par exemple, sur tout ce qui va être sur les carburants classiques, se dire on va plutôt allonger la durée de vie de nos camions, voilà, pour pousser un peu plus vos roulants. Et sur les camions qui arrivent plutôt en fin de vie, se dire comment on peut aller sur du carburant plus durable, enfin voilà, des nouvelles technologies qui vont nous permettre d'améliorer notre impact sur le transport qui pour nous est 50% de notre impact carbone. Et ça, c'est en mettant de côté, par exemple, la flotte de... Oui, c'est bon, ça revient. Où là, on atteint carrément 80% de notre impact. Donc, on sait que le premier levier en logistique, c'est le transport sur lequel on peut agir. Et donc, voilà, pour l'instant, on est plutôt sur du renouvellement de camions en biogaz, mais on sait que ça change très vite, les technos, et que potentiellement, demain, ce sera peut-être plus biogaz, ce sera une autre technologie. On parle d'hydrogène, etc. Donc, on est là-dessus et on va regarder précisément l'impact et pas forcément prendre en compte non plus que l'impact du carburant en tant que tel, parce qu'on sait qu'il y a aussi toute la construction du camion derrière. Enfin voilà, il y a plein de choses à identifier pour prendre les bonnes décisions. Je pense que le concept, en effet, de décarbonation, c'est vraiment un terme qui encore 24 mois avec du mal sans doute à faire sa place. Et c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur. Je pense qu'au niveau de la formation et de la formation des jeunes et des futurs salariés, le développement durable, pour parler de ça, on évoque collège, au lycée, et l'idée dans les formations professionnalisantes, c'est aussi sans doute de venir justement les rendre concrètes et sortir de cette vision peut-être individuelle de consommateur pour s'ouvrir sur la vision entreprise et concrètement, voilà, quelle est la place, quel est le rôle et surtout quels sont les leviers d'action, quels sont les projets que les entreprises peuvent porter, parce que individuellement on est questionné sur nos pratiques et c'est une discussion qu'on peut aussi avoir avec les étudiants sur nos attentes en termes notamment de e-commerce et du délai de livraison, parce que forcément ça a un impact aussi sur la décarbonation. Et donc le fait de pouvoir, au sein des formations, pouvoir se questionner là-dessus, c'est aussi la possibilité, et là je pense que je parle et aux étudiants et aux entreprises, de se retrouver sur des temps comme le stage ou l'alternance, pour venir justement échanger sur ces questions-là et profiter peut-être de l'accueil d'un étudiant en stage pour venir questionner nos pratiques, utiliser l'outil d'autodiagnostic, par exemple, du référentiel RSE en transport et en logistique, qui est quelque chose qui peut être mis en œuvre par des étudiants au cours d'un stage ou d'une période d'alternance. Et je pense que ça peut être une première pierre aussi, en fonction de l'avancée de chaque entreprise, mais une première pierre à cet édifice et à cette construction et à cette co-construction avec l'ensemble des salariés sur cette démarche RSE qui, on va en parler aussi, mais est sans doute une attente pour la suite. On parle beaucoup d'énergie et de décarbonation, etc. Donc effectivement, c'est vraiment aujourd'hui le sujet clé parce que nos politiques en parlent et voilà, c'est vraiment l'enjeu, je dirais, un peu immédiat. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Nous, on réfléchit à notre comptabilité carbone, c'est-à-dire identifier sur chacun de nos sites
quels sont les leviers d'action, mais ça peut être sur nos infrastructures, sur l'énergie de nos bâtiments, la manière dont ils sont construits, comment on va les rénover, etc. Donc il y a tous ces sujets-là. On peut aussi réfléchir, et nous c'est vraiment un cas concret, à demain produire notre propre énergie et l'autoconsommer. Donc on a lancé des projets autour des sujets de méthanisation, de pyrogazéification, et qui sont des usines en fait sur un de nos sites IDEA qui, alors pour l'usine de méthanisation en l'occurrence, qui est en fonctionnement et qui va aller récupérer les déchets, par exemple, de cantine ou les déchets verts pour en faire du gaz. Donc, on est vraiment sur de l'économie circulaire. C'est ensuite du gaz vert, on appelle ça du gaz vert, qui est directement réinjecté sur le réseau des communes alentours. Donc, on est vraiment sur un projet de territoire fait avec différents acteurs. Nous, IDEA, on est avant tout le propriétaire du terrain et je dirais le facilitateur de ces énergies au sens énergie humaine. Mais voilà, c'est plein d'exemples et demain on se dit pourquoi pas avoir carrément nos propres stations de biogaz où nos propres camions viendraient se charger, où nos clients pourraient aussi venir se charger. Donc voilà, tout un écosystème vertueux. On peut aller encore plus loin sur ce sujet-là. Et on parlait beaucoup du coup d'environnement. Il y a aussi le S, la notion de sociétal, qui est très importante pour moi dans la RSE, au-delà de l'environnement. Et c'est de se dire comment on peut, sur des causes, apporter notre pierre à l'édifice. Et pour vous donner un exemple très concret, chez IDEA, on a un système de cooptation. Donc, cooptation, c'est vous identifiez un candidat, il y a un poste disponible dans l'entreprise et vous cooptez la personne sur ce poste-là. En général, dans les entreprises, ça fonctionne sur une prime classique. On vous verse 500, 1000 euros, une somme X. Et chez IDEA, pour être vraiment cohérent au maximum avec notre démarche RSE, on s'est dit non, chez nous, on a d'autres raisons de donner des primes. La cooptation, on veut l'associer à une démarche solidaire. Et donc, on a fait le choix de verser la prime qui aurait pu être versée aux collaborateurs à une association, à une cause qui répond à des axes que l'on a définis au sein d'IDEA, notamment autour du handicap, par exemple. Et voilà, d'engager encore plus loin nos collaborateurs et pour être encore plus vertueux dans cette démarche. Et voilà, c'est pour vous donner un exemple sorti un petit peu, je dirais, du côté environnemental des sujets qu'on voit plutôt dans les médias et plutôt affichés. Parfaite transition, Alice, merci. J'allais dire, dans la RSE, il y a aussi la notion de sociétal, de bien-être au travail. Et finalement, vous devez vous demander, là, on parle beaucoup de RSE, mais quel lien avec les RH? Mais il y en a un. Donc, c'est la question que je vous pose. Quel lien aujourd'hui entre la RSE et les RH et pourquoi est-ce que cette notion-là n'est pas qu'importante pour l'entreprise et pour la planète, mais aussi pour les collaborateurs? C'est en effet évoquer le fait que ça ressort comme une attente majeure aussi d'un futur salarié, c'est-à-dire la prise en compte par l'entreprise de cette démarche RSE. Alors, bien évidemment, ça n'arrive pas en première ligne, mais dans un marché du travail qui se rapproche d'un plein emploi et dans un secteur d'activité où un candidat va souvent avoir la possibilité de choisir parmi plusieurs offres d'emploi, on se rend compte que ça peut être un élément déterminant dans la prise de décision aussi du jeune, du futur salarié, quant à sa perception de la prise en compte au sein de l'entreprise de cette démarche de durabilité. D'un point de vue environnemental, écologique, on le disait, et puis clairement là aussi d'un point de vue social, dans l'accompagnement, ensuite l'intégration, et puis tout au long de son parcours dans l'entreprise, on pense à la formation aussi. Et tous ces éléments font vraiment partie des axes d'une politique RSE au sein de l'entreprise. Et je pense que de prendre aussi la dimension de ce levier de l'accompagnement
des jeunes au sein de l'entreprise, c'est un élément important pour un service RH et ce qu'ils cherchent à recruter. Je confirme. Récemment, on a lancé pour notre communauté d'alternants une journée des alternants et des stagiaires. Et on les a questionnés sur ce qu'ils avaient fait, qu'ils choisissent de rejoindre IDEA. Et leur première réponse spontanément, ça a été de dire les valeurs et notamment ce que vous pouvez renvoyer et les preuves que vous apportez autour de ce sujet de la RSE. Donc comme quoi, c'est vraiment aujourd'hui un élément qui vient faire la différence en recrutement pour les jeunes générations, mais aussi les cadres. Ça nous arrive de recruter des profils, on se dit, ils sont surdimensionnés pour le poste que l'on propose, mais en fait, c'est des personnes qui ont envie de changer d'état d'esprit, de travailler dans une boîte où finalement on se sent bien, il y a des vraies valeurs et peut-être qu'on est prêt même à rogner sur le salaire qu'on avait si on était parisien jusqu'à présent. Donc voilà, on voit vraiment changer les mentalités. Alors, je nuancerais, je pense que c'est peut-être un peu moins vrai pour la jeune génération, je confirmerai ou pas, mais bon, il y a quand même un élément qui reste le nerf de la guerre, c'est le salaire. Et je pense que pour des jeunes diplômés, ça reste quand même un élément clé. Oui, la RSE, c'est bien, mais par contre, on puisse quand même boucler nos fins de mois sur nos premières années de travail. Et d'ailleurs, je lisais récemment une étude là, sur la marque employeur et les jeunes. Et certains sont prêts finalement à choisir plutôt une entreprise qui serait visiblement moins respectueuse de l'environnement, mais parce que les conditions d'entrée sont quand même plus favorables au départ. Mais par contre, ça reste quand même un élément qui peut faire la différence voilà, sur un poste. Puis ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que toutes les entreprises n'ont pas non plus des moyens énormes pour mettre en place des RSE très structurés, etc. Ça se fait aussi doucement. Donc, et d'ailleurs, du coup, je cite l'étude que vous m'avez partagée, Benjamin, mais donc c'est sur les jeunes et l'entreprise. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès avec la Massif, je crois. Et effectivement, 43% des jeunes interrogés, leur principale attente, c'est quand même d'avoir un poste bien payé. Et tout à fait. Donc ça vient quand même en premier encore. Mais comme on fait ça avec nous, on va vous laisser juste nous dire, vous, ce que vous pensez de ce qu'on vient de se dire là. Initialement, pour faire référence à ce que vous avez dit, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Pareil, vous avez dit que le salaire est le plus important. C'est vrai que nous, étudiants, dans notre cas, nous, on cherche plus des stages en ce moment. Donc, quand on n'a pas la chance, par exemple, peut-être en année, une vie sur d'autres pays, un loyer, etc., ça devient vite compliqué. Donc, a priori, dans un premier temps, on va changer le salaire. Autant, on pourrait être en recherche aussi, en recherche de stage, pardon, personnellement. C'est vrai que j'ai aussi cette attente-là, au-delà du salaire. Ma deuxième attente, ça va être voilà, de regarder les valeurs de l'entreprise. Et encore une fois, quand on a une entreprise qui a impliqué là-dedans, en fait, a priori, il y aura davantage de projets, un savoir-faire aussi. Donc, pour se développer, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Plutôt que d'être dans un groupe où justement on va s'enfermer dans un poste et une mission et où on aura peut-être moins d'opportunités et de mettre en valeur justement ce savoir-faire qu'on nous apprend à l'école. Donc, voilà. Voilà, pour ajouter quelque chose, justement, Martin a dit qu'on était en période de recherche de stage et c'est assez intéressant parce que sur chacune des postes pour des candidatures, les entreprises elles sont marquées qu'ils laissent l'égalité des chances, l'inclusion, etc. Mais beaucoup d'entreprises mettent également en avant le terme accompagnement et durant tout le long du stage, tout le long de la formation. Et c'est quelque chose qui, effectivement, peut être très sensible à ça. C'est quelque chose, justement, à la fin du stage, ou en stage, sur lequel on peut se pencher. On sait que les RH, dans les premiers entretiens, sont assez ouverts sur ça. Ils nous recommandent fortement, durant la formation et durant le temps d'entreprise, de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et de faire des formations, d'avoir une certaine capitalisation du savoir-faire également, pour savoir exactement ce qu'on a compris, ce qu'on a appris du coup dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose auquel on est très sensible.
Et voilà, c'est quelque chose qu'en ce moment on regarde, et durant les entretiens RH, les RH qui sont formés à ces enjeux-là et qui connaissent les attentes des différents étudiants ou candidats, souvent ont l'occasion de nous transmettre, et c'est quelque chose sur lequel on est attentif également. Et je pense en effet que sur l'aspect recherche de stage ou recherche d'alternance, comme vous, et j'en connais quelques autres, c'est de rappeler aussi que, par exemple, lors de l'accueil d'un étudiant en stage ou d'un étudiant en alternance, il y a des minimums de rémunération. Mais rappeler aussi que ce sont des minimums et que donc une entreprise peut décider d'aller au-delà de ces minimums et décider aussi de porter un message sur cet aspect de rémunération. Déjà, c'est le premier point. Et puis, je pense vraiment que c'est à coupler et à ne pas dissocier, même si c'est dans l'ordre des priorités en seconde classe, mais sur l'accompagnement. Et donc, dans les valeurs de l'entreprise, on va retrouver l'accompagnement, la formation, et puis cette volonté aussi, a priori, de fidéliser. J'étais la semaine dernière au téléphone avec le responsable logistique d'une industrie alimentaire de l'Ouest et qui recherchait un stagiaire à qui il souhaitait proposer une alternance par la suite, et pourquoi pas une alternance en master aussi, et déjà envisageait un recrutement. Enfin, et je pense que c'est aussi un message quant aux valeurs de l'entreprise qui est intéressant, mais de se rappeler que voilà, l'accompagnement et la rémunération qui peut aller au-delà des minimums, c'est aussi un point de discussion, sans doute, qui permet déjà de poser des bases assez solides à une collaboration qui sera porteuse pour la suite. Benjamin parlait de fidéliser, et pour vous donner un petit exemple de comment on peut, alors fidéliser c'est peut-être pas le bon terme par rapport à l'exemple, mais en tout cas vous donner un exemple de comment on peut laisser les initiatives se faire au sein des entreprises et notamment des jeunes générations qui voudraient porter des projets. Chez IDEA, on a un groupe qui s'est formé d'une quarantaine de personnes qui s'est appelé, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, mais qui s'appelle la Grande Transition. Et en fait, ce sont des personnes qui se sont rassemblées en se disant, OK, IDEA mène sa démarche RSE et c'est super. Aujourd'hui, on n'a pas une équipe RSE démultipliée, on a une personne qui anime ce sujet-là. Et après, on essaye de rendre chacun acteur. Et eux se sont dit, nous, on a aussi envie de faire notre part sur ce sujet et de mener des initiatives pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à différents sujets. Donc, on a différents groupes qui se sont montés, des groupes autour de la mobilité douce. Voilà, chacun porte un sujet et du coup travaille en collaboration avec notre responsable RSE pour faire vivre ces initiatives au sein de l'entreprise. Donc là, c'est plus pour vous montrer un exemple de comment on peut aussi engager les collaborateurs, les fidéliser sur des initiatives qui leur tiennent à cœur et qui ne sont pas que du fait de la direction générale ou du comité de direction qui va descendre, impulser des choses. Mais aussi, ces éléments-là viennent de plus en plus, je dirais, du terrain et de nos collaborateurs au quotidien. Sur Alice, parce qu'il va y avoir plein de demandes de stage derrière, ça va. Les garçons, est-ce qu'il y a des raisons qui feraient que vous pourriez refuser un stage ou un emploi? Vraiment des sujets rédhibitoires, quoi. Des entreprises qui, par rapport à leurs actions sur l'environnement ou je ne sais pas, ou au niveau sociétal, dites non, je n'irai pas. Ou est-ce que vous n'en êtes pas là quand même? A priori, oui, on refuserait. Après, quand on est étudiant en SENSI, c'est compliqué de trouver un stage, etc. Non, une fois qu'on a une expérience, je pense, solide au sein de ces études, si vraiment, je seulement on a l'opportunité de le faire, je le ferai. Parce que toute valeur, a priori, ne pas être associée à ça, parce que quand on travaille dans une entreprise, ils ont leur image, mais du coup, on s'associe à leur image aussi. Donc, non, je pense pas.
voilà, j'imagine qu'il y a toujours des cas particuliers. On va pas développer, mais oui, voilà, dans l'absolu, non. Quelque chose à ajouter. Comme du coup on est étudiant en supply chain, on a quand même un regard sur comment sont faits, comment sont fabriqués, où sont fabriqués, dans quelles conditions, etc. Certains produits, certains services. Je pense que durant les premiers entretiens du candidaté, ils sont censés quand même nous donner une certaine vision de la chose. C'est à ce moment-là qu'on puisse refuser ou non, ce ne sera pas forcément en lien. Là, je pense surtout à tout ce qui peut être des localisations, des conditions d'extraction de ressources dans des pays étrangers. Mais ça peut aussi être des enjeux sociétaux. Par exemple, une entreprise, on sait très bien qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'attention sur la carrière. Il n'y a pas assez de débouchés ou alors les portes sont très fermées pour certains postes. Ça peut être des choses qui peuvent freiner le candidaté si on se voit à moyen ou à long terme dans une entreprise. Il faut rester quand même super attentif à ce genre de choses. Justement, qu'est-ce qui fait que, je m'attaque un peu à vous pendant 2 minutes, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette filière-là, en fait? Parce que la supply chain, les achats un peu moins, mais la supply chain, la logistique, il y a quand même un gros défaut d'image, un petit problème d'attractivité de nos métiers. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à la base? C'est juste que vous êtes dit, tiens, il y a de la lumière ou il y a beaucoup de boulot aussi? Alors, dans un premier temps, ça va être une expérience personnelle qui a fait que je me suis lancé là-dedans. Et ensuite, du coup, à force de recherche et de découvrir les choses, on se rend compte que dans la supply chain, il y a quand même énormément de métiers, donc on peut faire plein de choses à faire. Je sais que dans mes stages précédents, j'ai eu le plaisir d'exercer plein de métiers différents et de faire de la vie aussi, mon propre avis. Donc, comme vous dites, c'est une mauvaise image, entre guillemets, sur ces métiers. Et a priori, c'est là où il y aura pas mal de projets, parce qu'on parle de RSE tout de suite. Et là, pour l'instant, on peut parler d'une supply chain bien de base. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir les coûts moindres pour ça rentre dans le sujet. Mais donc, maintenant, et puis on le voit, il y a beaucoup d'offres, d'alternance de projets. Et puis, même pour les entreprises, en fait, c'est devenu important pour eux de devenir compétitifs en intégrant ça. Donc, ils cherchent chez nous une certaine expertise et aussi de l'envie, parce que c'est aussi, je pense, quelque chose qui nous motive davantage. C'est simple fiche de poste comme ça qui effectue tous les jours. Oui, c'est une bonne question pour la supply chain. Maintenant qu'on arrive en fin d'études, c'est surtout, je pense, c'est une occasion sur certains postes d'avoir une grande vision de tous les process qui peuvent intervenir en entreprise et on peut tirer des ficelles, enfin pas sans tirer des ficelles, mais connaître un peu tous les rouages et savoir comment optimiser et aussi développer comme dit mon collègue, des projets qui peuvent partir de tout en bas jusqu'au client final. Et tout en optimisant les process pour des raisons financières, mais aussi des raisons, je vais dire, totalement changer une flotte, totalement changer les process en entier pour arriver à des résultats qui peuvent avoir un impact sur finalement l'impact environnemental de l'entreprise. Et puis pour aller plus loin aussi, on a parlé de technologies, notamment avec l'hydrogène, tout ça. La supply, c'est quand même un métier qui est vachement impacté là-dessus. Parce que là, on a des projets d'aviation décarbonisée d'ici à 10 ans maintenant. Donc, ça ouvre quand même des portes, des perspectives. Je crois qu'il y a vraiment une volonté justement de améliorer les choses. Je pense que c'est très concret pour quelqu'un qui a pas envie vraiment s'ennuyer. Voir son métier évoluer du jour en jour, comme il a déjà évolué, en fait. On se rend compte que la logistique d'hier, elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, et puis demain, ce sera encore différent avec, par exemple, Alice, chez IDEA, vous avez des fiches de recrutement? C'est la question. J'ai hésité à mettre pour l'interrogation à la fin. Comment vous faites pour attirer, pour recruter Alors effectivement, on peut enlever le point d'interrogation parce que je
pense que comme dans de nombreux métiers, ça devient de plus en plus difficile de recruter. Alors là, je prends ma casquette purement com, mais l'effet communication, quand c'est vraiment vécu dans l'entreprise, a un effet de démultiplicateur et vraiment d'apporteur de preuves sur ce qu'est l'esprit de l'entreprise. Et donc, nous, on se sert beaucoup de ce levier-là. Justement, je parlais tout à l'heure de notre équipe de la grande transition. Alors, ça vous paraît anecdotique, mais on a fait en fin d'année un calendrier de l'Avent avec toutes les initiatives responsables de nos collaborateurs. Donc, on a fait un appel à idées et on a choisi de partager toutes ces actions sur les réseaux sociaux, de ne pas les garder pour nous et de valoriser nos collaborateurs en leur disant bah voilà cette personne-là sur tel poste, sa contribution est celle-ci, et pour montrer qu'il y a une vraie dynamique et que on peut faire les choses différemment et qu'on a cette liberté de prise d'initiative au sein d'IDEA. Donc, je dirais, et là je prêche pour ma paroisse, mais que la com est un vrai levier quand c'est réel. C'est-à-dire que quand c'est vraiment vécu dans l'entreprise pour pas avoir l'effet déceptif que j'évoquais un peu plus tôt. Donc, ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place pour attirer les talents et montrer qu'on fait les choses différemment. Oui, Alice évoquait le fait que certaines actions pouvaient être anecdotiques. Je ne pense pas. Je pense qu'en effet, une action qui a une réalité et sur laquelle on va pouvoir communiquer sera sûrement, sans doute, sûrement plus pertinente qu'un message qui est évoqué, qui est lancé, mais dans lequel on ne retrouve pas forcément de réalité. Et c'est vrai que j'avais noté, voilà, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. C'est un des enseignements qui ressortait aussi de l'étude qu'on évoquait tout à l'heure auprès de 1000 jeunes 18-25 ans. Donc, quelque chose d'assez représentatif quand même, et qui évoquait la possible déception entre ce qui était annoncé, ce qui était affiché par l'entreprise et la réalité que l'on trouvait ensuite dans les premières semaines, premiers mois d'intégration au sein de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un écueil absolument à éviter pour pérenniser l'arrivée d'une nouvelle recrue, et puis par un peu de fidélisation aussi tout à l'heure. C'est vraiment un élément fort, je pense, d'adéquation entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. Et dans ce qui est réalisé, je voulais juste profiter de l'occasion aussi pour évoquer le fait de l'importance qui semble ressortir pour ces jeunes de la notion d'entreprise locale au sens d'une entreprise implantée et en connexion avec son territoire. Et l'investissement dans certaines associations ou dans certains partenariats aussi au sens local doit pouvoir permettre de donner sens à cette démarche et à une entreprise de s'ancrer aussi sur son territoire. On parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour vous attirer, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, là je vous vois. Enfin voilà, vous attirez, vous fidélisez, mais vous pouvez aussi faire des choses, a priori. Benjamin, vous me disiez que les étudiants, au-delà de regarder si l'entreprise fait des efforts, ils veulent aussi contribuer à tout ça. Oui, je pense que justement, je l'évoquais tout à l'heure à travers les stages ou les alternances, les différents projets que les centres de formation eh bien, peuvent tisser avec les entreprises. Voilà, de nombreuses occasions pour travailler ensemble et pour en effet faire en sorte que les étudiants et donc les futurs professionnels viennent justement intégrer aussi ces différents outils. L'idée, je pense que c'est de rendre très opérationnel le côté réglementaire, et sur ce dossier-là, même si sur l'aspect écologique, décarbonation, il y a sûrement des choses qui vont encore se renforcer et évoluer, mais c'est pas tant sur le côté réglementaire, je pense qu'on peut attendre des choses là-dessus, c'est sur le partage d'expériences. Et à la conférence précédente, Louis Kenaf, conseiller régional, quelques mots en conclusion, décarbonation, pas, mais mutualisation. Et je pense que sur ces questions de
de démarches de contenu RSE, la mutualisation entre les entreprises et le partage de bonnes pratiques est sans doute quelque chose qui va permettre aussi de démultiplier les choses parce qu'en fait, on se rend compte que sur ces questions, tout le monde est dans le même bateau, dans ce qu'elle va dire, et donc d'avancer ensemble en mutualisant via des organismes professionnels, des associations, et elles sont nombreuses sur le territoire ici à l'Ouest, ça doit pouvoir justement permettre de développer, de démultiplier ces initiatives remarquables et intéressantes et auxquelles, encore une fois, les étudiants peuvent à travers une période de stage pour venir opérationnaliser tout ça et faire vivre ces actions. Et pour compléter, au-delà de les faire vivre, là je reprends mon exemple de journée alternant stagiaire, on fait une édition numéro 2 et là on s'est dit on a envie de les rendre acteurs de ce sujet-là et on leur a proposé 2 choix, soit de dédier cette journée à une fresque du climat, parce que j'avais encore lu une autre étude qui disait que effectivement les jeunes étaient très sensibles au sujet du réchauffement climatique, des sujets environnementaux, etc. Mais avaient conscience qu'ils méconnaissaient encore un peu ce sujet-là. Donc on s'est dit pourquoi pas leur proposer cette fresque du climat. Et la deuxième option, c'était de les faire travailler sur des sujets très liés à la RSE. Qu'est-ce qui fait que demain, vous allez rejoindre une entreprise pour nous alimenter sur ce qu'on peut changer, ce que l'on pourrait changer chez nous. Pour vous, c'est quoi la mobilité douce? Voilà, sur des thématiques. En fait, ils ont été 50% à nous répondre fresque du climat, 50% à nous répondre plutôt contribuer directement. Et donc finalement, je pense qu'on va mettre les deux en place, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment une volonté au-delà de contribuer directement sur son poste, de faire bouger les lignes dans les organisations des entreprises. Et ça, c'est vraiment chouette. Et si on leur propose la fresque du climat à eux plutôt qu'à d'autres personnes au sein de l'entreprise, on pourrait se dire, attends, nos alternants, ils sont là pour 1 ou 2 ans, autant capitaliser sur des gens qui vont rester un peu plus longtemps. Et on se dit, non, en fait, parce que ces jeunes demain seront nos dirigeants d'entreprise. Et donc, c'est à eux aussi qu'on a envie de partager ces éléments parce que ce sont eux qui feront bouger les choses demain aussi. Merci. Je vais vous laisser juste un petit mot pour conclure et puis après, je voudrais qu'on prenne 5 minutes pour vos questions et pas que des questions. Vous pouvez aussi vraiment intervenir, rebondir sur ce qui a été dit. Il faut le retenir, je n'attendais pas l'aventure. Peut-être juste quand même parler de ce référentiel RSE spécifique transport logistique. Alors heureusement, il est décliné avec sa version résumée, parce que je crois que les 228 pages en première approche peuvent remonter un peu, mais voilà, je voudrais retenir cet outil qui me semble être vraiment un outil d'accompagnement stratégique. Je parlais d'outils d'autodiagnostic tout à l'heure pour l'avoir observé. Je pense que ça peut être un élément intéressant. Et voilà, si vous le connaissez, je pense que vous avez perçu l'importance de ce référentiel RSE, transport et logistique. Et puis sinon, j'invite chacun à aller y jeter un œil et sans doute à y trouver des perspectives pour la suite. Moi, je conclurai juste sur la logistique et le transport. Spontanément, on peut se dire c'est pas neutre. Comment on peut faire bouger les choses? Eh ben, j'ai envie de vous dire si justement, je pense que parce qu'on a un impact qui est non négligeable, on se doit de faire avancer notre secteur sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Et comme vous êtes beaucoup de jeunes dans la salle, je vous invite vraiment à affirmer vos convictions par rapport à ces sujets en entretien quand vous rencontrez des entreprises, parce que c'est vraiment vous demain qui allez faire bouger les lignes sur ces sujets. Et donc, on vous attend parce qu'il y a plein d'envies dans les entreprises, mais toutes ne savent pas forcément comment prendre le sujet. Et je pense que vous êtes les bonnes personnes pour éclairer le chemin.
coup, à raison de ce qu'a dit Alice, effectivement, c'est important pour nous, notre génération, d'avoir un accompagnement, que ce soit en formation, mais aussi lors de l'entrée en entreprise, pour comprendre et être acteur, voire prendre des initiatives en entreprise pour des projets RSE en interne, mais aussi des changements globaux sur des projets RSE, voire externes. Mais il faut aussi penser à la prochaine génération, parce que nous, on a commencé à avoir ce sujet-là dans nos formations au lycée, peut-être, avec le développement durable, les 3 piliers, etc. Mais les prochaines générations sont encore beaucoup plus sensibles que nous. Je ne sais pas si vous avez des petits frères ou voir des enfants dans cette salle. Eux, c'est carrément au collège qu'ils ont, en maternelle ou en primaire, qu'ils ont vraiment des premières approches de sujets et ces sujets-là vont être encore plus dans leur quotidien, sur leur téléphone, dans les discussions, etc. Et il faudra aussi penser à former et accompagner ces jeunes-là. Leur permettre d'avoir des enfants avant qu'on meure tous. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, a envie de partager, je ne sais pas, un sentiment? D'abord la dame. Je vais être présentée. Bonjour, Sophie Lezin. Vous parlez du référentiel RSE transport logistique et de l'outil d'autodiagnostic. J'ai peut-être pas entendu, mais c'était pour savoir où on les trouve, sur quel site ou à quel endroit. Sur le site, je ne sais plus exactement lequel, .gouv.fr, mais sur le moteur de recherche, RSE, transport et logistique, et vous allez découvrir voilà, l'intégralité de l'offre sur ces outils-là. Je ne sais plus exactement sur quel site, pourtant je dois avoir pas loin. Mais voilà, sur le moteur de recherche, RSE, transport logistique. C'était sur... Il y a France Logistique qui a fait une page qui évoque aussi cet aspect-là sur le site de France Logistique et qui relaie celui de l'écologie.gouv.fr. Voilà. Et après, j'avais des questions sur la fonction RSE. Donc, j'avais un ensemble de questions. Le profil des professionnels qui sont responsables RSE, ce sont des gens qui viennent des ressources humaines, de la qualité, etc. La taille des entreprises dans lesquelles on peut trouver des responsables RSE. Et dernier point, l'importance de la fonction environnement dans la mission RSE. Donc, la proportion, en fait, de missions environnementales, lutte contre le réchauffement climatique, et développement durable pour la logistique et pour l'industrie et le transport. Alors, je laisserai après la parole à Benjamin. Je vais prendre l'exemple chez IDEA. Notre responsable RSE est issue de la qualité. Donc, ça a été une opportunité pour elle de se réorienter de basculer sur un nouveau challenge lié à la RSE. Vous avez aussi beaucoup de profils de communicants parce qu'on associe très souvent la RSE à ce que l'on peut rendre visible. Voilà. Donc, c'est souvent aussi des profils de communicants, mais qui sont peut-être plus sur les sujets, je dirais, sociétaux qu'environnementaux purs, là où finalement la qualité vient peut-être apporter une dimension plus technique, notamment avec ces notions de bilan carbone. Mais de toute façon, c'est un sujet, je dirais, où il est assez facile de se former, quel que soit le parcours que l'on peut avoir. Donc voilà, je vous donne 2 exemples que je connais bien, mais c'est pas, à mon avis, il y a vraiment des profils très très variés qui se réorientent sur des postes de responsables RSE, par exemple. Et par rapport à la taille de la structure, je pense que c'est très variable. J'ai des exemples en tête où vous avez alors nous, on est quand même une entreprise de 1600 collaborateurs. Donc voilà, on a une personne dédiée à ce sujet. Ça paraît cohérent. Mais vous avez aussi des toutes petites structures qui ont vraiment cette conviction liée à la RSE et qui du coup sont prêtes à avoir un poste dédié. Donc je dirais que c'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise, c'est plutôt lié à l'état d'esprit et à l'envie de faire bouger les choses au sein de l'entreprise. Oui, un petit complément sur les entreprises avec qui on peut travailler et être en relation.
on se rend compte que clairement, ce sont des problématiques qui sont nouvelles. Donc, trouver des personnes qui ont la formation initiale sur ces questions-là, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on est en effet beaucoup sur des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, de personnes qui ont émis l'idée d'aller sur ces questions-là. Beaucoup de personnes sur la communication, en effet, qui intègrent ces fonctions-là aussi. Mais c'est vraiment, et je confirme pleinement de ce qu'on constate, encore une fois, avec les entreprises partenaires, c'est beaucoup une question de volonté et d'identification voilà, dans l'organisation de personnes qui vont pouvoir prendre pleinement possession de ces questions. Mais des organisations très, très, très différentes. C'est à moi. Bonjour à tous. Moi, je me posais la question, comment vous faites pour ne pas tomber chez EDA dans le fameux greenwashing, en fait, versus la RSE? Alors, c'est une très bonne question, c'est mon cheval de bataille. Ne pas tomber dans le greenwashing, pour moi, c'est pouvoir être capable, quand on annonce quelque chose, d'apporter la preuve concrète de ce que l'on énonce. C'est-à-dire de pouvoir démontrer que ce que l'on fait n'est pas soit anecdotique, parce que certains surfent sur un petit sujet, mais qui, à l'image de l'entreprise, n'est, je dirais, qu'un grain de sable, et vont surfer sur ce truc-là pendant très longtemps, et on va se rendre compte que en fait, il n'y a que ça. Donc l'idée, c'est pour moi, pour ne pas tomber dans le greenwashing, c'est d'apporter effectivement les preuves et d'en apporter un certain nombre, c'est-à-dire de ne pas rester sur la même preuve qu'on va sortir à toutes les sauces un peu différemment, et de pouvoir aussi montrer, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, notamment à Marque Employeur, que nos collaborateurs aussi vivent ce sujet-là et que ce n'est pas qu'un sujet porté par la direction générale. Je crois qu'il y a la dame avait une demande. Mais oui, mais profitez-en. Je laisse le micro. En fait, j'ai pas eu la réponse du E de l'environnement. La proportion l'importance de l'environnement dans la tâche d'un responsable RSE. C'est peut-être variable. Et après, j'ai juste une remarque. Okay. Alors, je donne l'exemple chez nous. Globalement, Bénédicte, qui est notre responsable RSE, est quasiment, je dirais, 100% environnement, mais parce que c'est lié aussi aux problèmes, enfin aux enjeux du moment. C'est très lié à ce qu'on nous demande de diminuer les émissions de carbone, etc. Et moi, du coup, j'ai une casquette plus mécénat sociétal. Donc, finalement, il y a vraiment un poste plutôt dédié à l'environnement. Et c'est sous la houlette de la com qu'on va mettre le sujet plus lié au mécénat, toutes les actions sociétales. Après, je me permettrai, c'est plus un échange, une réaction à vos témoignages. J'ai cru entendre que, en fait, l'environnement, c'était important pour les nouvelles carrières, les carrières à venir. Donc, moi, je pense que, en fait, aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence pour toutes les générations qui sont aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, c'est juste un retour. La fresque du climat qui s'adresserait tout spécifiquement aux alternants. Moi, j'aurais tendance à penser que pourquoi pas la fresque du climat pour toute l'entreprise, pour tout le monde, pour mobiliser l'ensemble des professionnels. Dernière remarque, au regard du fait que les RSE, c'est des personnes qui viennent peut-être de la communication, vous dites, et de la qualité. Que pensez-vous, Queen, de faire évoluer des responsables logistiques sur ces fonctions-là, justement, pour travailler en complémentarité avec la com et avec la qualité. Mais est-ce qu'on n'est pas, on toucherait pas le cœur de nos métiers, de l'industrie du transport, en confiant la mission RSE à des gens qui viennent de la logistique, quoi, des responsables logistiques, par exemple. Et là, j'arrête. Merci. Merci. Mais en effet, je pense que pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure et faire le lien entre la part environnement et la part sociale, je pense que sur la question de l'environnement et donc, bien
bien sûr, il y a les emballages, etc. Il n'y a pas que la décarbonation. Il ne faut pas non plus qu'on aille se réduire sur l'aspect décarbonation. Mais en effet, clairement, sans doute que sur ces enjeux-là, qui peuvent apparaître comme plus techniques, les professionnels du secteur et donc de la supply chain, des différentes responsabilités entreprises peuvent sans doute prendre bras le corps, se saisir de ces questions-là. Et donc sur la partie écologie et sur le domaine social, sans doute que la proximité avec les RH doit aussi permettre de contribuer à tout ça. Et donc on voit bien que c'est déjà, on a tous bien conscience que la supply chain elle est transversale au sein de l'entreprise, mais cette démarche RSE elle est sans doute, je ne sais pas si on peut encore plus transversale, mais elle va sans doute avoir besoin d'intégrer en effet toutes les compétences et toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise en effet.